Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien, c'est Alan Nobal et on se retrouve pour un nouveau live donc sur la page de Radio Mayuri Campus. Donc bonsoir à ceux qui nous regardent sur la page de Radio Mayuri Campus et bonsoir à ceux qui nous écoutent donc sur 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Donc juste pour vous le rappeler, le live sera disponible à la radio donc la semaine qui suit le live, donc la semaine prochaine à 21h en semaine et à 18h le week-end, d'accord? Et le live sera également disponible sous forme de podcast sur le site de Radio Mayuri Campus. Donc ce soir, les amis, j'aborde avec vous un thème qui est très intéressant, c'est le thème des représentations mentales, d'accord? Donc il y a énormément de choses à dire sur le sujet, on va aborder le sujet avec des exemples, avec justement beaucoup d'informations. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc tout de suite, on peut se demander, bon ben concrètement, qu'est-ce que ça représente une représentation mentale? Bon ben qu'est-ce que c'est? En quoi ça influence justement le cerveau, la vision qu'on a de la réalité? Et ben justement, on va en parler tout de suite. Donc il faut savoir qu'une représentation mentale, en fait, c'est vraiment une représentation que l'on va se faire par la pensée. Donc, c'est vraiment une visualisation mentale d'une projection sensorielle. Donc, en fait, la projection sensorielle, c'est vraiment l'expérience, ce sont les expériences qui sont réalisées avec nos sens. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Donc, c'est vraiment la représentation que l'on se fait par la pensée d'une projection sensorielle, par exemple, d'un concept ou d'une situation. Donc, je vais vous donner des exemples concrets et on va analyser justement cela. Donc, en fait, quand on pense à un objet, par exemple, on pense à un objet ou à une personne, on va être capable de visualiser cette chose dans l'esprit. Si par exemple, maintenant, je vous dis, visualisez une chaise dans votre tête. On va tous être capables de voir cette chaise dans notre tête et pourtant, on va se rendre compte qu'on n'aura pas la même chaise dans notre tête. Par exemple, moi, si je visualise une chaise tout de suite, je vais voir une chaise qui va être en fait une chaise en bois, par exemple. Il y a des personnes qui vont voir une chaise peut-être au travail, des personnes qui vont voir une chaise en fer. Bref, on aura chacun une représentation de cette chaise. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de représentation, on parle de quoi exactement? On peut parler de représentation du monde. On va au sens courant, en fait, la représentation du monde, c'est tout simplement l'image que l'on se fait du monde. Il va aussi y avoir la représentation de soi. Et on se rend compte, en fait, qu'en philosophie, la définition qu'on va avoir, c'est quoi? C'est que la représentation, c'est une idée incomplète et provisoire de ce qu'est la vérité sur un objet donné. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que il y a deux termes qui sont très importants et qu'on doit retenir, les amis. C'est vraiment que c'est une idée incomplète et provisoire. Ça veut dire que la vision que l'on a de la réalité et la représentation que l'on a de la réalité est provisoire. Ça veut dire qu'on peut l'améliorer, on peut la compléter. Et à partir de là, on peut se questionner sur le fait que est-ce que ce que je pense être la réalité est vraiment la réalité? Est-ce que ce que je pense être possible pour moi est en fait la réalité? Ou bien est-ce que c'est juste une représentation de la réalité que j'ai dans mon cerveau? C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée philosophique. Et quand on parle d'idée incomplète, ça voudrait dire qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Et est-ce qu'on a les vraies informations? Toutes ces choses-là vont venir influencer justement les représentations mentales que l'on va avoir. Donc, les représentations mentales sont liées aux sensations et à la mémoire, donc comme on l'a vu par rapport aux sensations, mais également à la mémoire, parce que on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte que dans une situation donnée, on va avoir des sensations. Et ensuite, ces sensations vont stimuler des informations contenues en mémoire, d'accord? Et on aura une réaction. Voilà, donc on passe de la sensation à la stimulation de la mémoire et ensuite il y a une réaction qui est adaptée justement par rapport à cette sensation. On va prendre des exemples maintenant puisque je vous ai parlé de projection sensorielle, de concepts et de situations. On va prendre des exemples concrets et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Quand on parle par exemple de projection sensorielle, on va projeter en fait nos expériences sensorielles sur des concepts et on fait des associations par la suite. Je vous donne un exemple très simple. J'ai peur de toucher des crapauds. Pourquoi? Parce que je trouve que les crapauds ont une texture visqueuse, ont une texture qui va être assez gluante. Mais pourquoi? Pourtant, je n'ai jamais touché de crapaud, mais j'ai associé dans ma tête
le fait que les crapauds justement avaient cette texture qui n'était pas agréable à toucher. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être déjà eu l'occasion d'avoir des jouets. À l'époque, je me rappelle de certains jouets qui avaient une texture visqueuse, qu'on envoyait un peu les uns sur les autres. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai associé justement les crapauds à cette texture. Eh ben en fait, c'est une représentation que je me suis créée et cette représentation est directement liée à une projection sensorielle. De ce fait, je pars du principe dans ma tête que les crapauds ont une texture visqueuse et c'est aussi quelque chose qui a pu être par exemple vu à la télévision. Peut-être que j'ai vu dans un reportage qu'on parlait justement des crapauds qui avaient une certaine texture. De ce fait, je me suis dit dans ma tête, d'accord Alan, les crapauds ont cette texture dont tu ne vas pas les toucher parce que c'est vraiment pas agréable à toucher alors qu'en réalité, je n'ai jamais touché de crapaud et peut-être que je me trompe tout simplement. Tout ça pour vous dire quoi? Que par rapport à des informations que j'ai, qu'on me donne et par rapport à une représentation que je me fais du crapaud, je refuse de le toucher. C'est pareil pour les araignées, je sais pas pour vous, mais je ne supporte pas les araignées. Et un jour, il y a une araignée qui m'est passée sur le corps parce que j'étais couché, je me souviens, et elle m'est passée sur le corps, ça m'avait vraiment choqué, ça m'avait marqué. Et du coup, en fait, j'ai vraiment peur de toucher les araignées parce que je me dis que les araignées ont une sensation au toucher qui doit être assez désagréable. Donc, en fait, tout ça se passe dans ma tête. Mais tant que je n'ai pas concrètement touché d'araignée, est-ce que je suis sûr que ces araignées ont cette texture? Est-ce que je suis sûr que les crapauds ont cette texture? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour vous dire qu'à travers une projection sensorielle, je me suis dit, d'accord, les crapauds ont cette texture-là, les araignées ont cette texture-là, donc je ne veux pas les toucher. Un autre exemple de projection sensorielle, les amis, la plume et le coton. Quand on pense à une plume, à du coton, on a vraiment cette idée de douceur. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça? On a vraiment cette idée de douceur. On va aussi avoir la rose, la fleur. On a cette idée de propreté. Ce qui sent bon est censé être propre. Quand on dit par exemple que ça sent la rose, c'est que concrètement, ça sent bon. Et ça, ce sont justement des représentations sensorielles. Pour le coup, pour l'idée de la rose, c'est le sens de l'odorat qui est stimulé. Et on se rend compte qu'on a une représentation sensorielle qui est liée à la rose. Par exemple, on peut prendre aussi l'exemple de la vue. Lorsque on va avoir quelqu'un, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous voyez quelqu'un en débardeur dans le froid. Pourtant, vous êtes bien chauffé et vous comprenez pas comment la personne fait et vous lui dites « Ah, tu me donnes froid !» Mais en fait, vous êtes couvert, vous n'êtes pas censé avoir cette impression de froid. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez la représentation, justement, de cette personne dans le froid et vous savez que dans cette situation-là, vous êtes censé avoir froid. Donc, du coup, vous êtes capable de ressentir cet effet de froid et le plus important, c'est que vous avez probablement été aussi dans cette situation-là pour savoir que dans cette situation, vous êtes censé avoir froid. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? C'est pour vous montrer que une fois qu'on a vécu une situation, une fois qu'on a ressenti la situation, on est capable d'avoir une représentation mentale de celle-ci et de pouvoir ressentir cette même situation par la suite. Maintenant, on passe au concept. Quand on parle de concept, je vous donne un exemple très simple. Le professeur. Un professeur va avoir des attributs. Le professeur, c'est un concept. Quel attribut qu'on pourrait par exemple donner à un professeur? Je pense directement au savoir, je pense à l'autorité. Le professeur détient le savoir, le professeur a la connaissance et surtout, il a l'autorité. Quand le professeur parle, on se tait par exemple. Ben ça, c'est une représentation qu'on a d'un concept et ce concept, c'est le professeur. Il y a aussi le professionnel par exemple. Le monde, quand je vous dis, quelle est votre représentation d'un professionnel? À quoi vous associez un professionnel? À quel type de tenue? À quel type de milieu social? À quel type de profession, par exemple? On va se rendre compte que parfois, on a des personnes où on va dire, oui, mais en fait, ça, c'est un sous-métier. On va se rendre compte, ah oui, lui, c'est un professionnel. Et lui, on va dire, ah non, c'est pas un professionnel. Mais sur quoi on se base? Parce qu'on a une représentation de ce à quoi doit ressembler un professionnel, justement. Maintenant, et ça, je pense que c'est très intéressant également, c'est par rapport aux situations. Je vais vous donner une suite d'exemples de situations et je suis sûr que vous avez peut-être déjà vécu des situations comme ça. La première, c'est quand vous arrivez dans une pièce, dans une maison quelque part et vous voyez que, par exemple, il y a un garçon et une fille seuls. Un exemple classique, un garçon et une fille dans une chambre. Souvent, même la plupart du temps, il faut se l'avouer, il faut être sincère et honnête, on va avoir une représentation mentale qui va être liée au sexe. On va tout de suite penser, ah ben en fait, il y a un garçon et une fille dans une chambre, donc c'est forcément associé à du sexe, par exemple. Alors que
Pas forcément en réalité, on ne sait pas pourquoi ils sont là, peut-être qu'ils sont venus réviser, peut-être qu'ils sont venus discuter, quoi qu'on ne sait pas exactement pourquoi, mais dans nos têtes, avoir un garçon et une fille dans une pièce, c'est souvent associé à quelque chose de sexuel. Et je veux que quelqu'un me dise si ce n'est pas vrai ça. Ensuite, je vous donne un exemple. Une femme, par exemple, qui va voir uniquement des hommes dans un wagon de RER ou dans les transports, par exemple. Dans la représentation mentale, cette femme va pouvoir se dire, c'est bizarre, c'est peut-être louche. C'est quoi? C'est peut-être associé à un sentiment d'insécurité. Et d'autant plus que quand on voit qu'il y a des femmes qui ont déjà été, j'emploie des termes vrais parce que c'est la réalité, des femmes qui ont déjà été, par exemple, violées dans les transports parce qu'il y avait uniquement des hommes et elles se sentaient en sécurité parce qu'elles n'ont pas forcément eu cette représentation mentale-là et elles se sont rendues compte que ça s'est avéré vrai. Eh bien, aujourd'hui, une femme qui arrive et qui voit uniquement des hommes peut avoir cette représentation mentale où elle va se dire, oups, là, il n'y a que des hommes, c'est risqué. Alors que peut-être non, mais parce que des expériences se sont déjà passées, et parce que il y a que des hommes et qu'on est dans une société aussi qui, voilà, où on sait dans quelle société on vit, eh bien, en fait, la femme va avoir une représentation d'une situation. Et pour vous donner un exemple, il y a une fille, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait sur Twitter qu'elle voulait rentrer dans un wagon, mais qu'il n'y avait que des hommes. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je suis désolé, c'est vrai, je lui ai dit, n'y va pas, change de wagon. Parce que même si on voit qu'on est complètement dans l'erreur dans ce cas-là, mais c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc, on a une certaine représentation lorsqu'on n'a que des hommes dans un wagon. C'est une réalité. Par exemple, une autre situation, on a des jeunes rassemblés quelque part. On va avoir des jeunes peut-être en bas d'une cité, on va avoir des jeunes pas loin, habillés d'une certaine façon, rassemblés. On va avoir tendance à se dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui se trame, c'est peut-être un trafic, c'est peut-être quelque chose qui se passe. Et finalement, on se dit, ben, c'est une représentation mentale que j'ai. Et parfois, et par exemple, beaucoup de policiers peuvent avoir des représentations mentales de jeunes comme ça, par exemple, et se dire, oula, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors que peut-être il y a tout simplement des jeunes qui parlent de ce qu'ils ont fait comme projet hier. Et alors que les policiers vont peut-être se dire, ah ben en fait, eux, ils sont dangereux parce qu'ils ont une représentation mentale déjà de ces personnes, parce qu'elles sont habillées comme ça, parce qu'elles ont peut-être cette couleur de peau. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, les amis. Et je pense à quelqu'un justement qui m'avait dit qu'il avait un jour un sweat à capuche, qu'il attendait quelqu'un et qu'une voiture de police est passée, ça s'est passé en France, et justement que les policiers lui ont fait comprendre qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu fais du trafic ou quoi? Et il leur disait que non. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils lui disaient, limite, arrête de mentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une représentation mentale de quelqu'un qui peut-être fait du trafic par rapport à une certaine tenue, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais ces choses-là s'éloignent de la réalité et ce sont des représentations mentales que nous avons des choses, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les représentations mentales sont parfois éloignées de la réalité, mais pourtant influencent nos actions? C'est incroyable, mais vrai. Alors, j'ai un autre exemple qui m'est arrivé personnellement, et c'est en étudiant le sujet que je m'en suis rendu compte. Un jour, je parlais avec une fille, et il y avait des amis à moi. Mais vraiment de manière... on faisait connaissance, mais normalement, il n'y avait pas de drague, il n'y avait rien. Et directement, les amis, pour le coup des gars, ils m'ont dit... arrête de draguer. Et moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Je la drague pas, on discute. Et ils m'ont dit, arrête, on sait. Pourquoi? Parce que dans leur représentation mentale, un mec qui parle avec une fille, c'est associé à de la drague directement. Pourtant, c'était pas le cas, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on va vous analyser. Nous sommes tous influencés par ces représentations mentales. Et de ce fait, nous allons juger les gens, nous allons juger des situations et parfois, même souvent, ça va s'avérer être faux. Et ça va avoir des conséquences parfois désastreuses sur les gens. Vous voyez? Donc, il y a aussi cette notion d'habitude, en fait. Il y a cette notion d'habitude et d'actes répétés. Quand, par exemple, on vit plusieurs fois une situation dans les mêmes conditions, on finit par figer cette situation comme une vérité générale. Ça veut dire que si j'arrive à vous faire visualiser quelque chose assez souvent, ça peut être par exemple par rapport aux médias, ça peut être par exemple par rapport à des choses qu'on vous montre ou que vous vivez, eh bien votre cerveau va l'assimiler comme une vérité générale. Mais est-ce que pour autant c'est la vérité? Eh bien c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations parfois compliquées. Et c'est là où on réalise que les représentations mentales, les amis, ont vraiment un impact significatif. Donc, les représentations mentales, en fait, elles peuvent être fictives ou influencées. On va prendre un exemple. Vous allez prendre part au jeu. Alors,
Si je vous dis, les grenouilles sont, vous devez me donner une couleur. Je vous dis là tout de suite. Alors, les amis, les grenouilles sont. Vous devez me donner une couleur. Quelle couleur vous me donnez? Personnellement, là tout de suite, je me dis, les grenouilles sont vertes. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Pourtant, les grenouilles ne sont pas que vertes. Pourtant, c'est la représentation que personnellement, moi, j'ai des grenouilles. Pourquoi, en fait? C'est bizarre, ça. Comment les enfants colorient certains dessins? On peut aussi se poser la question. Et là, je vais vous parler d'une légende urbaine. Donc, c'est une légende urbaine, en fait, qui explique qu'il y aurait eu des enfants qui auraient dessiné des poissons panés en guise de poissons parce qu'ils n'auraient jamais vu de vrais poissons de leur vie. Donc, on pourrait se dire, oui, mais ils ont peut-être vu à la télé, ils ont peut-être vu, je sais pas, moi, dans les livres ou autres. Certes, c'est une légende urbaine, mais elle permet d'expliquer qu'en fonction de ce que l'on voit au quotidien, eh bien, on se rend compte que ça influence beaucoup notre perception de la réalité. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous voyons, parce que nous sommes beaucoup influencés. D'accord? Donc, les représentations peuvent être aussi culturelles. Et ça, c'est incroyable. Par exemple, effectivement, comme Whitney nous le dit tout de suite, les dessins animés, la télé, ça influence énormément nos perceptions de la réalité. Donc, pour prendre l'exemple le sujet est passionnant, les amis. Pour prendre l'exemple des représentations culturelles. Au travail, partir à l'heure, ça peut être mal vu. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Partir à l'heure en pause, ça peut être mal vu. Partir à l'heure, ça peut être mal vu. Alors que, je crois que c'était aux États-Unis, partir en retard au travail, rester trop longtemps, c'est vu comme un signe, en fait, de désorganisation, de mauvaise organisation et en fait, c'est signe qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour l'aspect personnel de sa vie. Par exemple, on peut prendre l'exemple, je crois que c'était en Chine, je ne suis pas exactement sûr, mais en tout cas, c'était quelque chose d'un point de vue chinois ou asiatique en tout cas, où dormir au travail, c'est bien vu. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous avez tellement travaillé, que vous vous êtes tellement donné pour votre travail que ça, c'est bien vu. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la culture, rien que la représentation mentale au niveau du travail est différente. Vous allez aller à certains endroits de la planète, on ne va pas analyser votre comportement de la même manière. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les amis? C'est incroyable. Et en fait, on va avoir aussi les représentations par rapport à la mort. Alors que certaines personnes pleurent, vraiment font un deuil dans la tristesse, il y a des personnes dans des cultures qui, littéralement, fêtent le décès des personnes, font la fête, dansent et chantent. Donc là, c'est pour vous montrer encore une fois que les représentations mentales jouent énormément. On va prendre aussi l'exemple du succès. Vous avez certainement entendu ça et on l'entend souvent. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une phrase que j'aime bien en réalité, mais qui prouve qu'il y a des représentations mentales. Ça veut dire que si tu te lèves à midi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en réalité? Et ça, on l'a beaucoup entendu et on peut l'entendre. Alors que pas forcément. Il y a des gens qui vont peut-être être du matin, qui vont peut-être être du soir, qui vont être productifs le soir. Tu peux dormir jusqu'à midi et réussir ta vie. Tout dépend de comment tu organises ta vie. Et pourtant, il y a vraiment cette notion que le succès, c'est pour les gens qui se lèvent tôt. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi lié aux représentations mentales. Donc, il y a aussi les représentations mentales dans l'éducation. Et c'est là où ça commence à être plus que pertinent. Donc, je vous donne un exemple. Je vous pose la question à vous. Comment est-ce que vous dessineriez une salle de classe? Là, tout de suite, je vous dis, allez, en 1 minute, vous devez dessiner une salle de classe. Vous avez une feuille, un stylo, bam, vous me dessinez une salle de classe. Probablement qu'on la dessinerait tous de la même façon parce qu'on a probablement été dans les mêmes écoles, enfin, en tout cas, dans le même style d'école. C'est toujours, le système est toujours le même, des salles très carrées avec c'est très rangé, etc. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ces représentations qu'on a de l'éducation peuvent devenir des contraintes pour l'automatisation des personnes que nous sommes. Et vous savez pourquoi? Parce que qui dit autonomie dit minimum de confiance en soi. Donc, pour que j'ai confiance en moi, et pour que j'ai confiance en moi, il faut que je puisse moi-même être en mesure de faire les choses par moi-même. Résultat, si on a grandi dans l'idée que sans prof, on n'est rien, si finalement, on pense que lorsqu'on ne va pas à l'école, on n'apprend rien. Et je vous donne un exemple. C'est un jeune que j'avais rencontré qui avait été refusé d'une école, ça fait un petit moment. Et en fait, il était complètement déboussolé. Il s'est dit, en fait, je vais pas réussir. J'en vaux pas la peine. Mon travail n'en vaut pas la peine. J'ai été refusé. Et je lui ai dit, attention, c'est pas parce que tu as été refusé de l'école que ton potentiel n'a pas de valeur. C'est pas parce que l'école n'a pas su voir ton potentiel que tu n'as pas de valeur. Et c'est là où j'ai vu qu'on associe en fait vraiment cet aspect de l'école à la réussite et au chemin à suivre par-dessus tout.
Ben en fait, c'est ça le problème. Si on se dit que c'est le prof qui décide de ce que l'on apprend, si on se dit que c'est le manuel qui connaît mieux la façon dont on doit tout apprendre, eh bien finalement, lorsqu'il arrive le moment où on doit prendre notre envol, où on doit faire les choses par nous-mêmes, où on doit entreprendre, eh ben on va toujours avoir besoin d'une personne au-dessus, d'une personne pour nous assister. On va toujours être bloqué dans un système où on a besoin de quelqu'un au-dessus de nous. C'est ça le problème. Et par exemple, en parlant des manuels, ben finalement, on se retrouve avec des manuels, par exemple, et là, justement, je vais challenger vos représentations mentales, c'est le but aussi. Le but de ce live ce soir, c'est de comprendre à quel point nos représentations mentales nous influencent, et c'est aussi de challenger vos propres représentations mentales. Donc, si vous sentez qu'à certains moments, vous êtes un peu tiraillé, titillé dans vos idées, c'est tout à fait normal, c'est le but. Donc, par exemple, par rapport au manuel, ben, on se rend compte que le manuel, on se dit que c'est la vérité absolue, alors que peut-être que dans les manuels scolaires, on va avoir parfois des falsifications par rapport à l'histoire, des falsifications pour arranger certains points de vue. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Donc, c'est difficile, justement, de remettre les choses en cause quand on a déjà des représentations mentales qui sont vraiment établies. Donc, voilà. Les représentations mentales peuvent nous formater et nous contraindre dans des mécanismes de paralysie, en fait, alors qu'on a des ressources formidables. Nous sommes tellement, chaque être humain a des ressources en lui, mais nous sommes bloqués parce que nous nous disons non, je ne peux pas parce que ceci, je ne peux pas parce que cela, parce qu'on m'a toujours dit que je pouvais pas. Quand je levais le doigt à l'école, on me disait que j'étais nul. Quand finalement j'avais des notes sous la moyenne, on me disait que j'étais nul, que c'était pas bon. Il y a toujours ce système qui en fait nous fait nous rendre compte à quel point on n'en vaut pas la peine alors que c'est complètement faux. Il faut qu'il y ait une réadaptation et qu'on comprenne à quel point nos représentations mentales sont importantes. Donc, l'objectif, les amis, c'est vraiment d'identifier nos représentations mentales et de pouvoir les dépasser en les confrontant. Donc, en tout cas, dans le cadre de l'éducation, c'est important, ça on va le voir, et surtout dans la notion de capacité, dans la notion de rapport à l'échec, de rapport à la possibilité d'entreprendre des choses. C'est là où justement ça va être très important. Alors là, j'aborde quelque chose avec vous qui est extrêmement intéressant de mon point de vue, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors juste pour rapidement, hein, c'est une allégorie, c'est vraiment une représentation d'une idée abstraite par une image ou une métaphore. D'accord? Donc une métaphore, c'est une association de deux termes qui semblent similaires. Donc je vous donne des exemples. Quand je vous dis une déesse, je peux parler d'une femme, par exemple. Quand je dis c'est mon héros, je peux parler de mon père. Donc voilà. Et Platon, en fait, c'est qui? C'est un philosophe antique de la Grèce. C'est un philosophe antique de la Grèce classique. L'allégorie de la caverne, c'est quoi? Écoutez très attentivement, les amis. L'allégorie de la caverne, en fait, c'est l'idée qu'on aurait des prisonniers enchaînés dans une caverne. Donc, en fait, ces prisonniers contemplent des ombres projetées sur le mur et ils ne voient que ces ombres-là. Mais ces prisonniers-là sont persuadés que la réalité est résumée à ça parce que ce n'est que ce qu'ils ont toujours vu. Un jour, il y a un prisonnier qui est libéré et qui sort de la caverne. Alors là, ce prisonnier-là, il constate que la réalité est totalement différente. L'objectif, c'est qu'il revienne ensuite vers les autres et qu'il tente de leur expliquer la vérité. Les 4 idées à retenir de cette petite allégorie, les amis, c'est quoi? C'est que dans un monde matériel et imparfait dans lequel nous vivrions actuellement, eh bien, nous serions comme prisonniers de cette caverne et nous serions en proie aux illusions. Donc, en réalité, est-ce que tout ce que nous avons autour de nous, est-ce que les informations que nous avons, les représentations mentales que nous avons ne seraient pas des illusions qui nous empêchent d'accéder au vrai monde, à la connaissance, à la réalité réelle? Voilà. Deuxième chose, le monde matériel et sensible n'est pas la réalité. Le monde matériel et sensible, c'est le monde dans lequel on vit concrètement. Et en fait, selon Platon, le réel est dans le monde des idées. Le monde des idées, c'est la connaissance, tout simplement. D'accord? Donc, il faut sortir en fait de l'illusion, comme le prisonnier qui est sorti de la caverne, et la connaissance et la philosophie nous aideraient à nous sortir en fait de cette illusion. C'est pour ça que les amis, il faut être capable de se questionner. On ne doit pas tout simplement avoir toutes les informations qui arrivent à nous, surtout à l'ère où il y a les réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Il faut qu'on sache se remettre en question et penser par nous-mêmes. D'accord? Et c'est celui qui, justement, a entrepris la démarche. Donc, c'est celui qui a entrepris la démarche de pouvoir sortir et de voir la vérité qui doit revenir dire
justement quelle est la vérité aux autres. Et pour aller un peu plus loin, les amis, dans cette allégorie, et c'est ce que j'aime énormément, c'est que justement, l'homme qui est sorti de la grotte sera d'abord cruellement ébloui par la lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que lorsqu'on va être confronté à des vérités, lorsqu'on va être confronté à des choses qui ne sont pas dans notre système de pensée et qui ne sont pas dans nos représentations mentales, on va être ébloui, c'est difficile à accepter. Et là, par exemple, je pense à des choses, et là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis, voilà, vos représentations mentales ce soir risquent d'être remises en question, c'est tout à fait normal. Mais par rapport à l'histoire, je me pose beaucoup de questions par rapport justement à l'existence de l'humanité, par rapport à la religion, par rapport à la Bible. Je me pose énormément de questions et ça remet en cause énormément de choses que je pense. Il y a des choses qui m'ont choqué et je me suis dit waouh. Eh bien justement, dans mes représentations mentales, j'ai été challengé par rapport à ça. Et justement, dites-vous que lorsque vous allez avoir une information nouvelle, parfois vous allez être confronté à cette lumière qui va vous éblouir parce que vous n'avez pas l'habitude, c'est normal. Donc au début, ça va être difficile, il faudra s'adapter. Mais seuls ceux qui résisteront justement à cette lumière pourront, leurs yeux finiront par s'adapter justement à cette lumière du jour, les amis. C'est comme quand on est dans le noir, eh bien finalement, on finit par voir dans le noir. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes dans une pièce, vous voyez rien et petit à petit, vos yeux commencent à s'adapter et vous voyez dans le noir. Eh bien, si on peut voir dans le noir, on peut voir dans la lumière, les amis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, si c'est trop dur, on aura tendance à vouloir revenir à la situation dans laquelle on était avant, les amis. Si, par exemple, je veux faire du sport, mais finalement, faire des efforts, c'est trop difficile, eh bien, j'aurais tendance à me laisser aller, à revenir à là où j'étais. Si, par exemple, j'ai envie d'entreprendre un projet, oui, mais bon, il y a des démarches, il y a des risques à prendre, il y a ceci, mais j'ai une famille finalement, je peux pas prendre autant de risques que je l'aurais voulu. Oh, ben écoute, je vais revenir à mon emploi classique, même si c'est vrai que, bon, ben je me sens plus à ma place, mais c'est plus simple comme ça. Et on aura tendance à vouloir revenir là où on était avant. Et c'est pour ça qu'il faudra persister pour justement accéder à ce monde de vérité. Et justement, c'est lorsqu'on prend conscience de notre vraie valeur. Et l'objectif, les amis, aujourd'hui, c'est de prendre conscience de notre vrai potentiel, de notre vraie valeur. Et ben, c'est là où on se dit, ben, ah ouais, j'étais comme ça avant, mais vraiment, mais c'était incroyable. Mais j'exagérais, je pouvais faire tellement de choses. Et finalement, parce que j'avais une vision de la réalité, je me suis toujours limité. Mais maintenant, c'est terminé. Mais le souci qui se passe, et on finit sur ça, pour l'allégorie, c'est que justement, en revenant dire aux autres maintenant, qui sont toujours dans cette vision d'illusion, que vous avez vu la vérité et que vous avez vu le monde, eh ben justement, ils le verront probablement mal et ça se retournera contre vous. Et dans l'information, ils disent, ne nous tueront-ils pas? C'est une réalité, les amis. Et vous devez vous rendre compte de ça. Quand vous amenez la vérité, les gens ne vous croiront pas forcément parce que c'est difficile à accepter quand on a déjà un système bien mis en place. Cette allégorie est extrêmement intéressante et elle permet vraiment de mettre les choses en perspective. Je vous invite vraiment à l'étudier parce que franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, on se rend compte aussi que les représentations mentales sont liées à la représentation sociale, d'accord? La représentation sociale, c'est la représentation que construisent les groupes sociaux à propos d'objets sociaux comme par exemple la santé, l'environnement. Donc, les représentations mentales sont liées à la représentation sociale en ce qui concerne l'imaginaire collectif, l'organisation sociale et la construction de systèmes symboliques. Ne vous inquiétez pas, je vous donne des exemples concrets pour qu'on puisse comprendre tout ça. En ce qui concerne l'imaginaire collectif, ça peut être lié à un parti politique, par exemple, à une communauté religieuse, à une catégorie sociale. Vous vous rendez bien compte que la classe moyenne n'aura pas la même vision, n'aura pas les mêmes ambitions forcément, de manière globale, les mêmes objectifs qu'une classe aisée. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité ne sera pas la même. Dans un parti politique, on n'intègre pas le FN parce qu'on a la même vision que, je sais pas moi, un parti de gauche, par exemple. On a vraiment une vision commune, un imaginaire, un idéal commun qui fait qu'on se rassemble en parti politique, par exemple. Même s'il y a des divergences, on n'est pas forcément tous d'accord sur tout, mais globalement, l'imaginaire collectif est présent. Une communauté religieuse, des musulmans ne vont pas avoir le même imaginaire collectif que des chrétiens. On est d'accord, il suffirait juste d'étudier la Bible et le Coran pour se rendre compte de ça. Il y a des idées générales sur lesquelles les chrétiens et les musulmans, par exemple, ne vont pas être sur la même longueur d'onde. Et c'est ce qui rassemble les gens.
En termes d'organisation sociale, par exemple, on aura les collectifs, les sociétés, les entreprises. Dans une entreprise, vous avez la hiérarchie, vous avez la culture d'entreprise qui va pouvoir varier en fonction des différentes entreprises et vous allez vous rendre compte que ça diffère. Dans certaines entreprises, il y aura certaines tenues acceptées, d'autres non. Il y aura une hiérarchie, il y aura une certaine liberté. Tout ça pour vous dire que justement la représentation mentale a un impact aussi dans la représentation sociale. En termes de système symbolique, pour faire très simple, vous avez les drapeaux des pays, par exemple. Je pense aussi aux les 500 frères de Guyane, qui pour le coup représentent un symbole de la contestation de mars et avril 2017. Donc ça, c'est un symbole et je pense que la plupart des Guyanais sont d'accord pour dire que les 500 frères maintenant représentent un symbole de la contestation de mars et avril 2017. Donc quand on parle de système symbolique, on parle de symboles comme celui-ci. Donc on a également le drapeau guyanais, on peut avoir pour la France par exemple la Marianne, le coq, qui se retrouve essentiellement aujourd'hui dans le domaine du sport, mais se retrouve aujourd'hui quand même et justement est un symbole. Donc, il y a deux manières, les amis, de recueillir les représentations de quelqu'un. On va avoir deux parties du cerveau. Donc, on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Je vous pose une petite question. Si je vous dis un paysage, c'est, si vous deviez me répondre à ça, que diriez-vous? Un paysage, c'est. Maintenant, si je vous dis, raconte-moi tes rencontres avec les paysages au cours de ta vie. Dans les deux cas, vous n'allez pas me répondre de la même manière. Dans un cas, vous allez être très spécifique, très direct. Et dans un autre cas, vous allez avoir tendance à raconter, vous allez partir de vos émotions, de votre vécu pour m'expliquer quel est votre rapport au paysage. Eh bien ça, c'est tout simplement lié déjà aux représentations mentales, mais en plus à l'hémisphère gauche ou à l'hémisphère droit. Il faut savoir que 80% des personnes vivant en Europe ont l'hémisphère gauche du cerveau dominant. Ça veut dire qu'on va avoir justement cette capacité à être focalisé sur un objectif. On va vraiment être tâche par tâche. On va vraiment faire les choses les unes après les autres. Ça va être très carré, très binaire. Alors que les gens qui vont penser et qui vont avoir le cerveau l'hémisphère droit du cerveau qui va être dominant vont être très créatifs, vont avoir tendance à penser par eux-mêmes, vont peut-être se sentir un peu marginalisés parce que la plupart de la population fait partie de l'hémisphère gauche. Et le système éducatif est basé sur vraiment un système lié à l'hémisphère gauche. Quand on a par exemple les QCM, on a par exemple les questions à trous, où il faut mettre une réponse, eh bien toutes ces choses-là influencent et conditionnent le cerveau à toujours voir les choses de manière stricte. Résultat, lorsqu'il s'agit d'être créatif, on demande à des étudiants ensuite qui ont toujours été dans un système où il fallait voir les choses de manière stricte, de manière logique, de manière très structurée, ben aujourd'hui d'être créatif, de pouvoir se vendre, de pouvoir parler de leur personnalité alors qu'on les a jamais aidés à le faire. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre cela en compte. Donc selon Catherine Garnier et Lucie Sauvé, donc Lucie Sauvé, c'est une figure emblématique de l'éducation relative à l'environnement, elles ont donné en fait une définition des représentations. En fait, elles disent que c'est un univers symbolique culturellement déterminé, ça on l'a vu juste avant, les symboles on les a vus, où se forgent les théories spontanées, les opinions, les préjugés, les décisions d'action. Et je veux surtout que vous pensiez aux préjugés, d'accord? Alors déjà, pensez à savoir où vous vous situez, si vous êtes plutôt dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit. Et là, on va s'appuyer un peu sur les préjugés. Il faut savoir qu'on va juger les gens en fonction des représentations qu'on a d'eux. Et souvent, les amis, c'est à tort. Donc, elles expliquent dans leur article là, faut faire attention à ce qui est dit. Une représentation se construit, se déconstruit, se reconstruit. Juste ça, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux penser qu'une personne est comme ça, et bien, en fait, après, je vais me rendre compte qu'elle n'est pas comme ça. Et du coup, ma représentation de cette personne va évoluer. Quand, par exemple, on peut prendre une question simple, un exemple simple. Si, par exemple, vous allez vous dire, ah, tel type de la population est comme ça. Tel type de personne est comme ça. Peut-être, je vais prendre des termes parce que oui, je suis là pour stimuler vos représentations mentales. Les Blancs sont comme ça, les Noirs sont comme ça, les Haïtiens sont comme ça, les Brésiliens sont comme ça, je sais pas, moi, les Amérindiens sont comme ça. On peut prendre des choses. On a des représentations mentales établies, qu'on le veuille ou non. On peut ne pas se l'avouer, mais par contre, c'est réel. D'accord? Eh ben, c'est en côtoyant les gens qu'on va faire évoluer ces représentations mentales. D'accord? Et en fait, pour faire très, très, très simple, donc en fait, elles disent que
Les représentations mentales, en fait, se structurent et évoluent au cœur de l'interaction avec l'objet appréhendé. Ça veut dire que pour faire évoluer mes représentations mentales avec une personne, il faut que je côtoie la personne. Je vais vous donner un exemple simple. À mon travail, il y avait une personne qui me disait jamais bonjour et que je trouvais assez méprisante. J'ai commencé à me faire une représentation de cette personne. J'ai commencé à me dire qu'elle était vraiment pas agréable, qu'elle était vraiment, voilà, pas éduquée, etc. Jusqu'au jour où cette personne m'a dit, eh bien, ton costard est vraiment beau. Franchement, bravo, super beau, quoi. Et là, je suis resté scotché parce que jusqu'à maintenant, j'avais eu une représentation de cette personne et cette représentation était fausse, les amis. Quelqu'un m'aurait demandé quelque chose sur cette personne-là, j'aurais dit, ah ben tu sais, lui, il dit pas bonjour, c'est vraiment pas une personne bien, il te toise, laisse tomber. Mais parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit ça, ma représentation mentale a complètement changé et je me suis dit, oh mais il est cool. Et on se rend compte de quoi? C'est le fait aussi d'être isolé. C'est le fait d'isoler des groupes de personnes qui fait qu'on développe des représentations mentales et qu'ensuite on crée des divisions, les amis. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Une représentation donc se construit, se déconstruit, se reconstruit, se structure et évolue au cœur de l'interaction avec l'objet appréhendé, alors même que l'interaction avec l'objet est déterminée par la représentation que le sujet en construit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour faire simple, ça veut dire que si par exemple, une personne, voilà, on va prendre un exemple, je suis raciste. Je vais me dire, ben j'aime pas cette personne-là, je suis raciste. Le seul moyen pour moi de sortir de mon préjugé, c'est d'aller vers cette personne. Mais pour aller vers cette personne, je dois aller à l'encontre de ma propre représentation de cette personne-là. Puisque si je me dis qu'une personne, par exemple, sent mauvais, ou cette personne-là est méchante, je vais aller vers elle, mais dans ma tête, je me dis, ah, mais elle est méchante. Donc, je suis bloqué en même temps parce que j'ai pas envie d'aller vers elle. Ça peut être assez complexe, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, les amis. Donc, concrètement, les représentations mentales, c'est ce que chacun sait, pense, croit, rêve à propos de quelque chose. Ça veut dire qu'on a chacun une réalité. On a chacun des représentations et le problème, c'est lorsqu'on croit que nos représentations sont la réalité et qu'on doit imposer nos réalités aux autres. C'est là où on commence à avoir un réel problème dans la société. Donc, en fait, les êtres humains ont vraiment une capacité particulièrement développée à former, mémoriser et utiliser des images mentales. Ça veut dire que c'est difficile d'en sortir et c'est très difficile à construire, en fait. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'une fois qu'on a des représentations mentales, on peut en sortir, hein, ça va être un peu difficile. Mais les représentations mentales, elles sont faciles à prendre. Ça veut dire qu'il suffit que je vois une information, qu'on me dise ça, ah ben ça y est, j'ai une représentation mentale qui apparaît. D'accord? Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ça. Donc, l'intelligence adaptative, il faut savoir que, qu'elle soit humaine ou mentale, ou animale, pardon, elle semble être fortement liée à la capacité à stocker, traiter et faire évoluer un capital d'images et de représentations mentales. Ça veut dire que pour s'adapter, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'enregistrer de nouvelles informations. Si je ne suis pas capable d'aller vers l'autre et de comprendre que l'image que j'ai de lui est fausse, eh bien, j'aurai du mal à m'adapter à l'autre. Et c'est pour ça que justement, quand par exemple, on va aller à l'étranger ou autre, ben, il y a des personnes qui vont plus ou moins avoir de facilité à s'adapter à l'environnement. Certaines non, parce qu'il faut être capable d'adapter, de prendre les nouvelles images, les nouvelles représentations et de se les accaparer pour s'adapter à la situation. Petit exercice maintenant, les amis. Je prends un exemple simple. L'entretien d'embauche. Dans une situation comme ça, vous avez un entretien d'embauche. Quelle représentation mentale vous faites-vous de cette situation? Est-ce que pour vous, l'entretien, c'est « Ah, je stresse, je vais pas y arriver, les personnes que j'aurai en face, ben, est-ce que finalement, elles vont pas me tendre des pièges ?» Quelle représentation mentale vous faites-vous de vous-même? Je suis prêt, je vais tout déchirer, je vais y arriver. Oh, je suis pas prêt. Oh, je suis nul. J'ai pas vraiment les compétences. J'ai menti sur mon CV. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrête pas de trembler. Quelle représentation vous faites-vous de la situation, de vous, et comment pouvez-vous améliorer cette représentation que vous avez de vous-même? Posez-vous ces questions-là lorsque vous serez justement face à des situations comme ça. Donc, il faut savoir que selon Aymeric Guillot, qui est un enseignant-chercheur à l'Université de Lyon depuis plus de 15 ans, il a en fait étudié l'impact de la visualisation, l'imagination et de la projection mentale. Donc là, c'est très intéressant, les amis. En fait, il y a l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Jade. Elle a eu un vélo à Noël.
Et en fait, ses parents étaient très impressionnés de voir à quel point elle avait de la facilité à rouler ce vélo. Mais elle n'en avait jamais fait. Et en fait, elle a répondu tout simplement à ses parents et de manière très innocente. Je me suis tellement imaginé rouler le vélo que c'est facile. Attendez, vous allez entendre la suite. Alors, en fait, il est possible de construire des représentations mentales de choses improbables de manière très facile et spontanée. Par exemple, je vous dis, imaginez les amis, un chien rouge qui fait du vélo. Imaginez-le, s'il vous plaît. Normalement, vous l'avez là tout de suite, vous le voyez. Moi, je le vois, le chien rouge qui fait du vélo. Pourtant, nous savons tous qu'un chien qui fait du vélo, c'est pas possible. Pourtant, vous êtes capable de le visualiser. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est qu'il faut faire attention. Tout ce qu'on nous dit n'est pas forcément vrai. On peut nous faire gober beaucoup de choses et notre cerveau l'assimile. Que vous savez que c'est pas vrai, qu'un chien ne peut pas rouler un vélo. Pourtant, vous le visualisez dans votre tête. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On est en contradiction avec nous-mêmes. Je sais que c'est faux et pourtant je peux le voir. C'est l'imagination. Et après, en fait, il faut faire attention à ce qu'on a comme information. Parce que de la même façon que je peux vous faire croire qu'un chien roule un vélo, dans votre cerveau, vous le gardez en mémoire, je peux vous faire croire aussi des informations qui sont pas vraies et qui, par contre, paraissent plus réelles. On rentrera pas forcément dans ces détails-là ce soir. Mais en tout cas, on se rend compte que imaginer un mouvement et le réaliser physiquement vont activer des régions du cerveau nerveux communes. Ça veut dire que si vous avez la capacité d'analyser dans votre tête, de vous visualiser en train de faire un mouvement, notamment sportif, vous activez les mêmes zones du cerveau, les amis. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, il y a une étude célèbre, en fait, qui a été réalisée chez des musiciens. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi? C'est extrêmement incroyable. Le fait de s'entraîner mentalement, les amis, juste mentalement, s'imaginer, s'entraîner, 2 heures par jour, pendant 5 jours, sur une séquence de piano, permettait d'arriver à un niveau de performance significativement plus élevé qu'un autre groupe qui faisait une activité neutre de durée équivalente. Ça veut dire que le groupe qui a imaginé, qui s'est imaginé justement jouer au piano, a réussi à augmenter ses performances plus que le groupe qui s'est vraiment entraîné. Donc, ce qui est vrai, effectivement, c'est que le groupe qui s'entraîne mentalement progressera toujours moins que ceux qui s'entraînent physiquement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, les résultats ont montré quoi? C'est que au bout de 5 jours, le groupe qui s'est uniquement entraîné mentalement a atteint le niveau de performance que l'autre groupe qui s'est entraîné normalement a atteint en 3 jours, d'accord? Et en rajoutant seulement 2 heures de pratique au groupe qui s'était pas entraîné physiquement, ils ont atteint exactement le même niveau que le groupe qui s'est entraîné physiquement, alors que le groupe qui s'est entraîné physiquement, il s'est entraîné 10 heures, les amis. Le groupe qui s'est entraîné mentalement, il s'est entraîné 2 heures physiquement seulement. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que en s'entraînant au préalable mentalement, j'ai besoin de m'entraîner 2 heures seulement. Alors que si je fais tout directement, c'est 10 heures de temps. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le travail sur le cerveau peut avoir un impact incroyable? Les mêmes performances ont été atteintes. Et finalement, on s'est rendu compte de quoi? C'est que le cerveau expert, en fait, est caractérisé par sa capacité, grâce à la pratique progressive de tous les jours, de construire, réorganiser en permanence les connexions des différents réseaux neuronaux qui sont responsables des comportements d'intérêt. Ça veut dire que si vous voulez pouvoir vous développer plus, pouvoir apprendre plus, pouvoir devenir un expert, vous devez travailler au quotidien et votre cerveau, en fonction des informations dont vous avez besoin, va réorganiser les connexions neuronales. Parce qu'il faut savoir que pour que justement on apprenne de plus en plus et qu'on comprenne de plus en plus, ce sont de nouvelles connexions neuronales qui se font, tout simplement. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il faut s'entraîner. Et c'est là où on se dit, ben oui, s'entraîner au quotidien, ça sert. Quand on dit soyez constant, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce qu'il y a un vrai mécanisme qui s'applique au niveau du cerveau, c'est réel et on le démontre là scientifiquement. Donc, il y a aussi, je vous donne un autre exemple, il y a une étude en fait qui a été réalisée chez des patients ayant subi une chirurgie réparatrice du genou. Et en fait, suite à une rupture du ligament croisé antérieur, il y avait 2 groupes. Les 2 groupes ont suivi un travail de thérapie classique identique. Mais l'un des groupes, les amis, a suivi un travail mental en plus. Résultat de cette étude, l'activation musculaire enregistrée dans les quadriceps des patients qui ont suivi le travail mental était 2 à 3 fois plus importante que l'autre groupe. Et ça, c'est vraiment arrivé, les amis. Donc, ça veut dire quoi? Que
le fait de visualiser, de faire le travail mental stimule la réparation musculaire beaucoup plus vite que le fait de justement s'entraîner uniquement physiquement. C'est incroyable. Ça veut dire que si on stimule notre cerveau, on peut faire 2 fois plus de choses. Maintenant, je fais un petit point avec vous par rapport aux représentations mentales et au marketing. Ça, c'est très important et pour le coup, il faut le comprendre. En fait, il faut étudier les processus psychologiques que les grandes marques, justement, étudient. Il faut savoir que les grandes marques étudient les processus psychologiques. Pourquoi, les amis? Parce que les représentations mentales, en fait, sont tellement fortes qu'elles peuvent influencer notre perception de la réalité et même nos sens. Je vous donne un exemple concret. Il y a une expérience qui a été réalisée sur des étudiants en nosologie, à qui, en fait, on leur a présenté 2 vins de marque, mais les 2 vins, en fait, dans les bouteilles étaient le même vin. On leur a dit, écoutez, et en fait, c'est extrait du documentaire Tous manipulés, disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez aller le regarder, vous pouvez aller le regarder. En fait, on s'est rendu compte de quoi? C'est que on a mis 2 bouteilles de vin de marques différentes. Donc, il y avait que le packaging qui changeait. Mais c'était le même vin dans les bouteilles. On leur a dit, bon, ben, quel vin qui est le meilleur vin? Et en fait, ils ont tous dit, eh ben, en fait, c'est ce vin-là. C'était le vin où il y avait la meilleure marque. Et en fait, après, on leur a dit quoi? On leur a dit, bon, ben, vous savez quoi, en réalité, c'était le même vin dans les bouteilles. Et là, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'était pas le même vin, vous rigolez. Eh bien, en fait, si c'était le même vin, ça veut dire que les représentations mentales sont tellement fortes. Ça veut dire que je me dis tellement que ce que je vois là, le vin là, de la marque là, il est tellement bon que mon cerveau me conditionne pour que le goût même change. Pour que ma perception du goût soit différente. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les amis? À quel point les représentations mentales peuvent changer nos représentations de la réalité? C'est incroyable. Donc, par exemple, quand on nous propose un packaging bien précis en fonction de nos représentations mentales, quand vous achetez, les amis, vous achetez en fonction du packaging ou pas? Le packaging, c'est vraiment l'emballage. Moi, je peux vous dire que, par exemple, il y a des bouteilles Evian que j'achète parce que j'aime le packaging. D'accord, il y a moins de bouteilles, il y a un prix, mais j'achète ces bouteilles-là juste parce que j'aime comment elles sont emballées, j'aime la forme de la bouteille, je les trouve trop stylées, donc je les achète uniquement pour ça, les amis. D'accord? Pensez aux choses que vous achetez uniquement parce que vous trouvez ces choses-là belles. Donc, exemple, oui, moi je vous ai donné l'exemple des bouteilles que j'achète, mais en fait, pour vendre des produits en fait qui semblent sains, on va utiliser le packaging. Par exemple, les packaging végétaux, on va appeler ça comme ça, avec la couleur verte, la représentation de la nature. Donc on se dit, ah c'est sain, ah c'est bien. Donc dans mon esprit, comme le vert est associé à la nature, même si le produit en réalité il n'y a rien de bon dedans, eh ben comme le packaging est bien amené et adapté à ma représentation, eh bien je l'achète. Il faut dire la vérité. Le packaging, tranquillité, calme, relaxation. Par exemple, quand on a des bambous, du coquillage, du sable, le packaging virilité, puissance, où on va avoir le scorpion, le tigre. Autant vous dire que les marques savent clairement comment fonctionne notre cerveau et savent l'utiliser à leur profit. Et c'est pour ça que j'aime dire qu'il faut qu'on comprenne comment notre cerveau fonctionne pour savoir comment nous, on est manipulé. Parce que si on ne sait pas comment nous, on fonctionne, les autres sauront à notre place comment on fonctionne et l'utiliseront à leur avantage. D'accord, les amis? Donc, en fait, on se rend compte de quoi? C'est que nos habitudes influencent nos représentations et nos représentations influencent nos habitudes. C'est aussi simple que ça. Donc là, les amis, on arrive à une partie qui est intéressante aussi, c'est se parler à soi-même. Puisque donc là, on a vraiment abordé les représentations mentales. Je vous ai vraiment exposé tout ce que j'avais à vous exposer dessus et j'espère que vous avez apprécié. Je trouve juste ça extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à justement retenir de tout ce que j'ai dit. Donc maintenant, pourquoi se parler à soi-même, c'est important et pourquoi avoir des pensées positives, c'est important. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Margoni. Donc, en fait, c'est un grand timide qui s'est lancé sur YouTube et qui a décidé d'aider les autres parce qu'il était très timide et il a réussi justement à se libérer. Donc, en fait, il s'est rendu compte de quoi? Il s'est rendu compte que se parler à soi-même permettait d'augmenter l'estime de soi-même, de vaincre la timidité et d'augmenter la confiance en nous-mêmes. Donc, en fait, on l'a vu avec les représentations mentales, le cerveau assimile l'information. On est d'accord, normalement, on a tous compris que le cerveau assimile l'information qu'on lui donne. Donc maintenant, à nous de décider quelle information qu'on donne à notre cerveau. Qu'on lui donne du négatif, du positif, il va l'assimiler. Donc même si vous ne croyez pas
comme je vous l'ai dit, je peux vous annoncer des vérités, des choses que vous ne pourrez pas forcément croire. Ça n'empêche que ce sont des vérités. Ça n'empêche que votre cerveau va les accepter, d'accord, au fur et à mesure. Donc, à nous d'être intelligents et de nous parler positivement. Donc, en réalité, on accepte plus facilement ce que l'on se dit de soi que ce que les autres disent de nous. Je vais vous donner un exemple simple. Je connais une personne qui n'accepte tout simplement pas les commentaires positifs qu'on lui dit. À chaque fois qu'on lui dit « Ah, mais ça, c'est bien, c'est génial, t'es trop fort, tu devrais faire ci. » « Ah ben non, mais tu penses? Mais non, je pense pas, je devrais pas le faire. » Et c'est pour ça qu'il faut commencer nous-mêmes à nous parler positivement, même si on ne croit pas ce qu'on dit, le cerveau va l'assimiler. Moi, ce que je dois dire à mon cerveau, c'est, et d'ailleurs, avant de commencer le live, parce que j'avais un petit stress, je me suis dit, le live va bien se passer. Le live, je vais le gérer. Le live, je vais tout déchirer. Oui, Alan, c'est comme ça, tu vas tout déchirer. Même si j'avais un petit stress, c'est le problème du stress, c'est pas mon problème. Mais l'information que mon cerveau doit avoir, c'est que le live va bien se passer. C'est aussi simple que ça. C'est la seule information qu'il doit gérer. Et c'est pour ça que c'est important de nous parler à soi-même positivement. Donc, en fait, le cerveau ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Retenez bien ça. Le cerveau ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et en fait, si on peut avoir des représentations mentales absurdes, repensez à l'exemple du chien et du vélo, alors pourquoi pas parler à soi positivement, même si on trouve ça absurde? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si on peut penser qu'il y a un chien sur la tour Eiffel, qu'il y a un chien qui fait du vélo, pourquoi dès qu'il faut qu'on se parle positivement, on se dit mais non, c'est bizarre, on ne devrait pas le faire? À quel est le blocage mental que l'on a qui nous empêche de nous parler à soi positivement? Eh bien, c'est pour ça que je vous invite à vous parler à vous-même positivement. Nous sommes les premiers qui devons faire ce travail-là sur nous-mêmes, d'accord? Donc, en parlant avec nous-mêmes, en nous donnant des directives, on finit par ressentir l'effet des impressions que nous donnons à notre cerveau. Mais il faut qu'on joue le jeu, les amis. C'est très important. Et même, je pense que c'est même mieux quand on parle à voix haute, c'est plus efficace encore, d'accord? Donc moi, par exemple, je parle à voix haute quand je lis en anglais. Quand je prépare mes exposés, je parle à voix haute. Ça me donne de l'aisance, ça me permet de prendre finalement part et de me sentir à l'aise. Et puis, les sensations ne sont pas les mêmes. Quand vous parlez à voix basse et quand vous parlez à voix haute, c'est pas les mêmes. Parce que pour le coup, quand vous parlez à voix haute, c'est comme si c'était quelqu'un qui vous parlait directement, mais une personne qui n'est pas vous. Pourtant, ça reste vous-même. Donc, c'est un travail qu'on peut faire sur nous-mêmes. On va essayer d'aller un peu plus loin, les amis. Encore des choses intéressantes. En 1999, il y a quelqu'un qui s'appelle, un auteur japonais qui s'appelle Masaru Emoto, qui a fait une expérience sur les effets de la pensée sur l'eau. L'idée, c'était quoi? C'était que il a mis de l'eau dans des flacons. Et en fait, l'idée, c'était de décrire différentes pensées ou mots sur les flacons. Donc, on a ensuite essayé de voir la réaction de l'eau et il fallait ensuite cristalliser l'eau pour voir comment elle réagissait, la photographier et étudier la forme de l'eau. On s'est rendu compte de quoi? Les résultats ont donné quoi? On s'est rendu compte que lorsque les mots associés au flacon étaient amour, paix, le cristal d'eau était très bien fini. Il avait une forme géométrique parfaite, un aspect très équilibré. Lorsque les mots associés au flacon, c'était guerre, haine, le cristal était inachevé, cassé, sans forme structurée. La conclusion, c'est quoi? C'est que l'homme étant constitué à 70% d'eau, ça voudrait dire que chacune de nos pensées pourrait avoir un impact sur toute notre physiologie, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Bon, c'est difficile à vérifier, effectivement, d'un point de vue scientifique. Mais en tout cas, c'est un bon moyen déjà d'illustrer l'impact de nos pensées négatives sur nous-mêmes ou sur les autres. Donc, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, eh bien, écoute, c'est difficile à vérifier scientifiquement, mais je ne vais pas prendre le risque de me parler négativement. Si je peux faire un effort pour déjà influencer le cours des choses de cette manière-là, eh bien, je vais me parler positivement, d'accord? Un exemple simple. Faut savoir que lorsque Mohamed Ali, eh bien, en fait, il se parlait à lui-même parce qu'il avait des citations célèbres. Il faut savoir que ça, c'était uniquement des stratégies pour trouver le courage, la force et la motivation de combattre des adversaires souvent considérés comme plus forts que lui. Et certains pouvaient le voir comme quelqu'un qui se la pétait, quelqu'un qui était, voilà, qui se la racontait. Mais non, c'est un travail mental pour se conditionner. Parce que c'est pas facile quand on est face à des personnes qu'on considère plus fortes. C'est à nous de jouer. C'est à nous d'amener notre cerveau à penser comme il doit penser. Il disait, je suis le plus grand et je l'ai dit avant même de savoir que je l'étais vraiment. Il l'a dit, hein. J'allais dire Martin Luther King. Mohamed Ali l'a dit, je suis le plus grand et je l'ai dit avant même de savoir que je l'étais vraiment.
Donc voilà, c'est à nous de savoir ce qu'on dit à notre cerveau. Et du coup, saviez-vous que par jour, on a plus de 60 000 pensées, dont 80% seraient des pensées négatives? Est-ce que vous imaginez ça? Il faut savoir que James Allen, donc, qui est un écrivain et philosophe, a dit: vous êtes aujourd'hui où vos pensées vous emmènent et vous serez demain où vos pensées vous emmèneront. Donc, c'est toute une histoire de pensée. La question que je vous pose, les amis, ce soir, c'est combien de pensées sont dirigées vers nous à travers des paroles positives ou négatives? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Et combien de pensées négatives on rejette vers les autres? Ah, t'as vu? Et tout ça, c'est lié au jugement des autres, qui est lui-même lié à nos représentations mentales, qui sont liées à l'environnement dans lequel on vit. Mais en fait, c'est incroyable à quel point on peut être manipulé facilement. Et vous savez quoi? Henry Ford a dit un jour: que vous pensiez que vous êtes capable ou, ne pas être, ou que vous n'êtes pas capable, dans les deux cas, vous avez raison, parce que c'est ce que vous dites à votre cerveau qui vous conditionne. C'est incroyable. Donc, du coup, comment devrais-je me parler? Je me dis, comment devrais-je me parler? Eh bien, avec toutes ces infos-là, je décide de me parler positivement. Écoutez, j'ai une amie qui m'avait envoyé un de ses travaux, enfin, voilà, elle devait rendre un devoir, et du coup, elle m'a envoyé son devoir qui était en anglais, et elle m'a demandé si je pouvais le corriger pour elle. Mais elle m'envoie le message et elle me dit: désolé, c'est catastrophique, il y a plein d'erreurs. Je lui ai dit: attention, ne parle pas comme ça de ton devoir. Tu me dis: j'ai fait de mon mieux, donc voilà, est-ce que tu peux m'aider? Mais à aucun moment il faut que tu me dises que ton devoir est catastrophique. Tu me conditionnes à lire un devoir catastrophique qui ne l'est peut-être pas. Donc pourquoi on se parle aussi négativement de nous-mêmes? Il faut qu'on arrête ça et il faut qu'on commence à se parler positivement. D'accord, les amis? Donc ça, c'était la partie positive attitude. Et maintenant, on va finir avec, et ça aussi, c'est très intéressant, le cerveau et la négation. Pourquoi il ne faudrait pas en tout cas utiliser la négation avec le cerveau? Donc en fait, il y a Mathieu Lapeyre, j'espère que je prononce bien son nom, je ne suis pas sûr, qui est psychothérapeute et accompagnateur en fait, qui explique que nous communiquons trop sur ce que nous ne voulons pas et pas assez sur ce que nous voulons réellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre inconscient ne comprend pas la négation, les amis. Ça, il faut le comprendre. Notre inconscient ne comprend pas la négation. Il va d'abord visualiser l'action de la phrase et ensuite va la chasser. Je vous donne un exemple simple. N'imaginez surtout pas un chien sur une plage en train de courir avec avec justement son corps qui est en rouge, et n'imaginez surtout pas une femme sur une plage avec un bikini vert et un homme sur une plage avec un short bleu qui justement là se met à courir pour aller dans l'eau. Ne les imaginez surtout pas. N'imaginez pas votre patron en train de faire le clown dans l'entreprise, en train de marcher sur les bureaux. N'imaginez pas. Vous voyez bien que alors que je vous dis de ne pas l'imaginer, normalement, vous l'avez imaginé. Je peux vous dire ce que je veux, je peux vous reparler du chien en train de faire du vélo, vous allez l'imaginer. Le cerveau ne comprend pas la négation. Par exemple, un exemple simple. Un parent qui va dire à un enfant: ne cours pas. Son cerveau va d'abord lui envoyer l'image de lui en train de courir et ne retiendra que l'action de la phrase, les amis. Et du coup, on va se dire: mais attends, mais il fait exprès. Je viens de lui dire de ne pas le faire, mais il le fait. En fait, non, tu lui as pas dit de ne pas le faire. Tu lui as dit avec la négation, mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans son cerveau, c'est d'abord le verbe d'action qui est analysé et ensuite la négation. D'accord? Donc, ne cours pas, c'est pas la meilleure phrase à dire. Parce que ne cours pas, le cerveau comprend cours. Donc, l'enfant court. Et du coup, on se dit: mais pourquoi? Et on le tape et on se fâche. Alors qu'en fait, on n'est pas conscient vraiment de comment le cerveau fonctionne. C'est ça, c'est là où il est justement le secret. Exemple 2. Je vous donne un exemple. Quand on va dire, par exemple, il y a un enfant qui tient un verre. On va lui dire: ne fais pas tomber le verre. Bien, c'est quoi? C'est tomber, ne fais pas tomber. Mais en fait, quand on dit, c'est la même chose. Le verbe d'action, c'est tomber. Donc, il a plus de chances de faire tomber le verre. Faut mieux lui dire: tiens ton verre droit. Le cerveau directement est conditionné pour tenir le verre droit. Alors que si je dis: ne fais pas tomber le verre, il y a plus de chances qu'il fasse tomber le verre en réalité. Donc voilà, ça, il faut le comprendre. Et selon Roland Jouvin, qui pour le coup, lui, est directeur de recherche au CNRS, donc créateur du centre émotion de la Salpêtrière, il dit que lorsqu'en fait on dit ne cours pas, l'enfant accélère. Et dire n'aie pas peur est en général le meilleur moyen d'effrayer. Donc c'est pour ça que je préfère dire personnellement rassure-toi. Je me dis qu'il faut que j'arrête de dire n'ayez pas peur et qu'il faut que je dise plutôt rassurez-vous. C'est différent, d'accord? Donc,
en fait, votre calme ou votre autorité s'exprimeront davantage encore par votre posture ou votre gestuelle en réalité, d'accord? Donc en fait, la posture et la gestuelle sont beaucoup mieux comprises que le langage verbal en réalité par le cerveau émotionnel, d'accord? Donc si je suis au loin, je suis passif, je parle fort, bon pour lui dire ne cours pas. Alors si en plus je suis au loin, je lui dis arrête, ne cours pas. Déjà j'emploie la mauvaise phrase. En plus je suis pas vraiment présent à côté de lui. Et ben là franchement l'enfant, il va faire qu'une seule chose, c'est qu'il va courir partout, courir dans le magasin. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2002, Janeiro, en fait, découvre que notre cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et l'illusion. C'est en 2002 qu'il l'a découvert. Concrètement, on prend un exemple simple, les amis. Exemple du cinéma et des émotions. On se rend compte de quoi? C'est que lorsqu'on va au cinéma, on regarde un film, le film n'est pas réel, mais on pleure, on est touché. Si quelqu'un meurt dans le film, on pleure et on sait pertinemment que c'est un film, que c'est pas vrai. Sauf quand c'est une histoire vraie. Mais quand c'est une science-fiction, il se passe des choses, on ressent les émotions. Ça veut dire que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le fictif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. D'accord? Donc, si on regarde une personne et qu'on l'imagine, en fait, on actionne les mêmes neurones et on fait intervenir les mêmes zones cérébrales. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et du coup, pour finir, je vous dirais que même l'anxiété, en fait, l'anxiété liée aux souvenirs du passé ou à la peur, ça c'est important aussi, c'est un petit point important, qui est lié justement à la peur de l'avenir et en général un facteur clé expliquant les blocages principaux conduisant à l'échec. La solution est de se concentrer sur le présent, le fameux ici et maintenant, d'accord, qui est bien connu en thérapie. Par exemple, je prends un exemple, les personnes âgées qui ont peur de tomber, souvent tombent. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement concentrées sur l'avenir qui est de tomber, de la peur de tomber, ou bien le passé. Ah oui, mais je repense à quand j'étais tombé, que finalement, elles ne pensent même pas à poser leurs pieds correctement sur la marche. Résultat, elles finissent par tomber. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que le cerveau a besoin de formulations positives pour passer ensuite à l'action. Il faut qu'on muscle notre cerveau et qu'on l'habitue à recevoir des formules positives, les amis. Bon, la question c'est comment le muscler finalement? Déjà en lui donnant des affirmations positives, ça c'est vraiment important, et en changeant nos représentations, d'accord? Et en passant à l'action. C'est très important. Donc, au final, en fait, le cerveau, il s'appropriera de cette manière les actions positives et on remarquera qu'au fur et à mesure, notre communication changera. Au début, c'est pas facile de parler différemment parce qu'on est habitué, encore une fois, le cerveau est habitué, les connexions neuronales sont comme ça. Et je termine sur ça en vous disant que l'astuce, c'est quoi? C'est identifier les ne pas. Je ne cours pas. Identifiez ces ne pas dans votre quotidien et tentez de les remplacer par des formulations positives. D'accord? Donc, et il y a en fait, si vous voulez, Neil Anderson qui dit dans son livre intitulé Nouvelle identité pour une nouvelle vie, il explique qu'un enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive dans une famille normale et 7 remarques négatives pour une remarque positive à l'école. Donc, du coup, est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous-mêmes, dans nos familles, nous empoisonnons nos enfants? À l'école, nous empoisonnons nos enfants. Regardez ça, 7 remarques négatives pour une remarque positive à l'école. Et on s'étonne que les enfants n'aient pas confiance en eux quand ils sortent de l'école, que les enfants aient du mal à justement développer leur personnalité lorsqu'ils grandissent. Mais on vit dans un système familial, dans un système scolaire qui justement impacte les enfants directement. C'est compliqué, les amis. Et selon cette même étude, il faut 4 remarques positives pour neutraliser l'effet d'une remarque négative. Donc, dès que je peux dire une remarque positive à quelqu'un, je le fais. Parce que c'est pas facile et on se rend compte quoi? Qu'on est plus négatif que positif. D'accord? Donc, maintenant, la question que je vous pose, c'est à quel point avons-nous été impactés par notre famille ou à quel point impactons-nous nos propres enfants sans même nous rendre compte de l'impact que cela aura sur le long terme pour eux? Je vous repose la question et on s'arrête sur ça. À quel point avons-nous été impactés par notre famille ou à quel point impactons-nous nos propres enfants sans même nous rendre compte de l'impact que cela aura sur le long terme pour eux? Je vous laisse avec un petit exercice, les amis. Je vous invite à essayer de croiser vos bras. Instinctivement, vous allez les croiser d'une certaine manière, d'accord? Et ensuite, je vous invite à changer le sens. D'accord? Vous changez le sens.
vous changez le croisement de vos bras. Vous allez sentir qu'il y aura une résistance au changement. Ben, c'est la même chose pour vos représentations mentales. Et vous savez quoi? J'ai commencé à créer des connexions neuronales et maintenant, j'éprouve une certaine facilité à changer le croisement de mes bras. Et lorsque j'ai commencé à le faire, j'arrivais difficilement à le faire. Je sentais une résistance. Et là, je vous assure que j'arrive assez facilement à changer le croisement de mes bras parce que je suis en train de retravailler mes connexions neuronales. C'est un exercice simple, mais qui va vous montrer comment vous pouvez reconditionner votre cerveau pour être de meilleures personnes, penser positivement, moins juger les autres, avoir des représentations mentales qui vous aident à voir le positif, votre potentiel et à réussir à vous dépasser et à atteindre la vie que vous devez atteindre et non pas la vie qu'on vous a imposée. C'était Alan Nobal et Alan Motivation ce soir les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sujet extrêmement intéressant et franchement on se retrouve le mois prochain, dernier dimanche du mois de juillet pour un nouveau live qui pour le coup sera sur les réseaux sociaux et l'impact des réseaux sociaux. Donc sachez que vous pouvez me proposer des sujets qui vous intéressent. Vous venez me voir en privé, vous me proposez un sujet et je ferai en sorte d'en parler. D'accord? Donc vous nous retrouvez en rediffusion toute la semaine qui suit sur la radio Mayuri Campus, 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Merci d'avoir été là avec nous ce soir, extrêmement intéressant. Merci à tous, portez-vous bien et attention à nos représentations mentales les amis, le travail commence maintenant. Let's go, portez-vous bien, à bientôt les amis, ciao ciao.